Vladimir Poutine a lancé une guerre en Ukraine en déclarant « Je reprends les terres russes historiques ». Il a défié l'Occident en affirmant « Nous protégeons notre souveraineté ». Mais l'histoire est pleine d'ironie. Tandis que Poutine combattait l'OTAN par la porte d'entrée, il a discrètement remis la porte arrière, le jardin et l'acte de propriété de la maison à son voisin de l'Est. Aujourd'hui, la Fédération de Russie est un État indépendant sur le papier, mais sur les plans économiques, militaires et stratégiques, elle est devenue un immense entrepôt de matières premières pour la République populaire de Chine. Il s'agit d'une occupation menée non pas avec des chars, des fusils et des missiles, mais avec des obligations de dette, des cartes et des transferts de technologie. Silencieuses, sanglantes et irréversibles. Il suffit de regarder ce qui s'est passé rien que durant le dernier mois. Les cartes changent. Les noms des villes sont effacés. Le trésor national russe, Gazprom, se transforme en filiale énergétique chinoise. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que des ingénieurs russes transportent aujourd'hui, dans leurs valises, les secrets militaires les plus confidentiels de l'État jusqu'à Pékin. Aujourd'hui, sur Monsieur Warlog, nous révélons l'exploitation illimitée et dissimulée derrière le mensonge de l'amitié sans limite, comment la Sibérie est en train d'être transformée en province septentrionale de la Chine, et comment le dragon est en train d'avaler l'ours vivant. La première étape d'une occupation commence toujours dans l'esprit, puis elle descend sur les cartes. En 2023, le ministère chinois des Ressources naturelles a publié une carte dans laquelle 8 villes de l'extrême-orient russe étaient désignées par leur nom chinois. Ce jour-là, Moscou a qualifié cela de simple détail technique et est resté silencieux. Mais en décembre 2025, ce détail est devenu une règle. Une nouvelle circulaire douanière envoyée depuis Pékin aux exportateurs russes est claire. Les marchandises arrivant du port de Vladivostok devront être étiquetées comme provenant de Hai Shenwei. Ce n'est pas une simple question de traduction. Hai Shenwei signifie « baie du concombre de mer » en chinois, et pour les nationalistes chinois, il s'agit d'un morceau de patrie arraché par la Russie en 1860. Alors que Poutine prétend protéger les russophones en Ukraine, il ferme les yeux sur l'effacement des noms russes sur son propre territoire. Pour les commerçants chinois, Vladivostok n'est déjà plus la Russie. C'est un territoire chinois placé temporairement sous administration russe. Et Moscou est devenu si économiquement dépendant de Pékin qu'il n'est même plus capable de protester contre le changement de nom de sa propre ville. Ce n'est pas de la courtoisie diplomatique, c'est la reddition d'un État vassal. Pendant que les cartes changent, l'argent dans la poche de la Russie change aussi de main. Le célèbre gazoduc Force de Sibérie 2, dont on parle depuis des années, était perçu par Poutine comme une issue de secours. Vendre à la Chine le gaz qu'il ne pouvait plus vendre à l'Europe. Mais les derniers détails de l'accord, révélés par des fuites, montrent qu'il ne s'agit pas d'un salut, mais d'un certificat de faillite. La Chine a vu le désespoir russe et a imposé les conditions les plus dures possibles. Selon des informations divulguées par Bloomberg et Commerçant, la Russie paiera l'intégralité des coûts de construction du gazoduc, soit des milliards de dollars. La Chine, en revanche, ne paiera même pas la moitié du prix du marché international pour le gaz. Le prix sera indexé sur le charbon bon marché du marché intérieur chinois. Ainsi, Gazprom pompera les ressources naturelles russes vers l'industrie chinoise au prix coûtant, voire à perte. Les usines chinoises produiront des marchandises grâce à l'énergie russe bon marché, puis les vendront au monde entier. La Russie, elle, se contentera de garder les tuyaux. Gazprom n'est plus une entreprise nationale russe. Elle est devenue la branche énergétique septentrionale du Parti communiste chinois. Ce n'est pas du commerce, c'est un tribut. La capitulation de Gazprom n'était que le début. La véritable occupation se déroule désormais dans le portefeuille des citoyens russes. Le plus grand symbole de l'indépendance d'un pays est sa monnaie. Mais à l'approche de 2026, le rouble russe n'est plus qu'un coupon symbolique existant uniquement sur le papier. Regardez les chiffres. 80% des transactions sur la bourse de Moscou, MOEX, sont désormais effectuées en yuan. Le dollar et l'euro sont interdits. Le rouble est devenu sans valeur. Même pour commercer entre elles, les entreprises russes sont forcées d'utiliser le yuan. Pourquoi? Parce que les banques chinoises considèrent le rouble comme une monnaie poubelle et refusent de l'accepter. La banque centrale russe a rempli ses réserves de yuan. La clé du trésor de Moscou ne se trouve donc plus au Kremlin, mais dans les coffres de la Banque populaire de Chine à Pékin. Savez-vous ce que cela signifie? Si demain matin la Chine dit « je ferme le robinet du yuan »,
L'économie russe sera en faillite avant midi. La Russie a perdu sa souveraineté économique. L'inflation que subissent les Russes n'est plus déterminée par Moscou, mais par les décisions de taux d'intérêt prises à Shanghai. Même un épicier sibérien doit désormais surveiller le taux de change du yuan pour payer son grossiste. C'est le premier et unique exemple dans l'histoire moderne d'une puissance nucléaire devenue aussi dépendante de la monnaie d'un autre pays. Mais l'énergie et la terre ne suffisaient pas. La Chine voulait le dernier atout de la Russie, la technologie militaire. Pendant des années, la Russie a refusé de vendre ses armes les plus avancées à la Chine, par peur qu'elles ne soient copiées. Mais lorsque les caisses se sont vidées, la peur a laissé place au désespoir. Selon des rapports de renseignement de décembre, une équipe de 60 ingénieurs d'élite du bureau Rubin, le plus secret centre de conception de sous-marins de Russie, a déménagé avec leur famille à Shenyang, en Chine. Leur mission, transformer les sous-marins chinois bruyants en machines silencieuses et mortelles grâce à la technologie russe. Seulement les sous-marins? Non. Les plans des moteurs hypersoniques, la fierté de l'armée russe, ont eux aussi été remis à Pékin. Qu'a reçu la Russie en échange? De l'argent. Des lignes de swap libellées en yuan. La Russie a vendu 50 ans d'héritage soviétique pour équilibrer le budget de sa guerre. Elle n'a désormais plus aucune supériorité technologique militaire sur la Chine. La Chine a acheté tous les secrets de son ancien maître et a mis ce maître à la retraite. Et ce ne sont pas seulement les ressources souterraines qui disparaissent, mais aussi la surface. Ces terres noires, fertiles. La Chine a besoin de terres pour nourrir sa population gigantesque, et Poutine les lui a offertes sur un plateau d'argent. Dans les régions de Zabaïkalsk et de l'Amour, des terres agricoles d'une superficie équivalente à celle de la Belgique ont été louées à des holdings agricoles chinoises pour 49 ans. Nous disons « louées », mais il s'agit en réalité d'une vente. Les rapports sont terrifiants. Pour obtenir un rendement maximal, les entreprises chinoises utilisent des pesticides toxiques interdits qui brûlent les sols russes. L'objectif n'est pas la durabilité, mais l'exploitation. Ils cultivent jusqu'à épuisement total, laissant derrière eux une terre empoisonnée, stérile et morte. Les agriculteurs russes locaux font faillite. Ils ne peuvent pas concurrencer les géants chinois. Ils ne trouvent même plus de marché pour vendre leurs récoltes. Le paysan russe est devenu un ouvrier sur sa propre terre, cultivant du soja pour son maître chinois. Ce n'est pas une politique agricole, c'est une tactique de terre brûlée. Le pain des générations futures est sacrifié pour payer les dettes d'aujourd'hui. Avançons maintenant la carte vers le nord, vers le pôle arctique. Pendant des siècles, la Russie s'est vue comme la maîtresse de l'Arctique. La route maritime du Nord était son atout stratégique majeur, mais aujourd'hui, cette route porte un nouveau nom, la route polaire de la soie. La Chine s'est déclarée État quasi-arctique, malgré l'absence totale de frontières arctiques. Et la Russie, à court d'argent, a accepté. Savez-vous ce qui se passe actuellement dans l'océan Arctique? Les brise-glaces nucléaires russes, valant des milliards, ne brisent plus la glace pour le commerce russe, mais escortent gratuitement les navires marchands chinois. La marine russe est devenue le service de sécurité privé de la flotte commerciale chinoise. Des ports sont transférés à des entreprises chinoises. Des panneaux en chinois apparaissent à Mourmansk et Arkhangelsk. Dans cette nouvelle route ouverte par le réchauffement climatique, la Russie n'est qu'un couloir de transit, la Chine en est la propriétaire. Poutine a sacrifié l'héritage de Pierre le Grand aux ambitions commerciales de Xi Jinping. Et l'un des scénarios les plus dangereux prend forme, l'occupation physique. Des choses étranges se produisent dans les profondeurs de la Sibérie autour du lac Baïkal. Selon la loi russe, les étrangers n'ont pas le droit de posséder des forces armées. Pourtant, des sociétés minières et forestières chinoises ont amené leur propre société militaire privée sous prétexte de protection des investissements. Les habitants les appellent l'armée bleue. Au lieu de la police russe, ce sont ces unités lourdement armées, parlant chinois et vêtues d'uniformes bleus, qui patrouillent. Des villageois russes, partis cueillir des champignons dans les forêts de leurs ancêtres, se font repousser sous prétexte de zones restreintes. Voilà ce que signifie être réfugié sur sa propre terre. Qui peut garantir que ces milliers d'hommes entraînés, aujourd'hui détenteurs de simples badges de sécurité, ne deviendront pas demain l'avant-garde de l'armée populaire de libération chinoise lorsqu'ils changeront d'uniforme? L'est de la Russie glisse progressivement hors du contrôle de Moscou.
Mais la forme la plus insidieuse de l'occupation se déroule dans le monde virtuel. La Russie a confié non seulement son territoire, mais aussi les mécanismes de contrôle de sa population à la Chine. Poutine a importé la célèbre technologie chinoise du grand pare-feu, reconnaissance faciale, censure d'Internet, système de traçage numérique. Tout est fabriqué en Chine. Huawei et Hikvision ont construit l'infrastructure numérique russe. Cela signifie que les données biométriques, les scans faciaux et l'historique Internet des citoyens russes sont désormais entre les mains non seulement du FSB, mais aussi du renseignement chinois. La Russie a copié le modèle chinois d'autoritarisme numérique à l'identique. Aujourd'hui, marcher dans les rues de Moscou équivaut à être surveillé comme à Pékin. La Russie est devenue une région pilote de la dystopie technologique chinoise. La liberté a disparu, non seulement dans la rue, mais aussi sur l'écran. La manifestation la plus visible de cette invasion se déroule sur les routes russes. L'industrie automobile russe, autrefois fière de Lada et Volga, est devenue un simple atelier d'assemblage chinois. Le gouvernement proclame « Nous avons relancé la Moskvitch nationale ». Mais sous le capot, la vérité est amère. Ce n'est pas une voiture russe, c'est le modèle JS4 de l'entreprise chinoise JAC. La seule chose faite en Russie consiste à assembler les pièces venues de Chine et à coller un logo russe. Et ce n'est pas un cas isolé. Avtovaz, Kamaz, UAZ, tous dépendent profondément des fournisseurs chinois. Si la Chine cesse d'envoyer des pièces, aucun camion, transporteur de chars ou ambulance ne pourra être produit en Russie. Le cœur de l'industrie russe a été arraché et remplacé par un cœur artificiel estampillé « Made in China ». Les ouvriers russes ne produisent même plus. Ils assemblent simplement des pièces Lego envoyées par leurs maîtres chinois. Ce n'est pas de l'industrialisation, c'est du colonialisme technologique. Ils ont pris le pétrole, ils ont pris le gaz, ils ont coupé les forêts. Quelle est la prochaine étape? La source de la vie. L'eau. La Chine traverse la pire sécheresse de son histoire, et juste au nord se trouve le lac Baïkal, la plus grande réserve d'eau douce du monde. Pékin souhaite détourner l'eau du Baïkal dans le cadre de son projet de transfert nord-sud, et Moscou, à court d'argent, n'a pas osé refuser. Regardez les usines d'embouteillage chinoises qui poussent sur les rives du lac. Le lac Baïkal, considéré comme sacré par le peuple russe, est mis en bouteille et vendu sur les marchés de Pékin. Pire encore, des ingénieurs chinois travaillent sur un projet de pipeline de 1000 km reliant le lac à la province aride du Gansu. Les écologistes russes se révoltent. La population proteste. Mais le Kremlin se tait. Parce que l'argent de cette eau finance le budget de guerre de Poutine. La Russie vend la ressource la plus précieuse du futur au prix du pétrole. Il sacrifie l'eau que boiront vos enfants pour alimenter aujourd'hui l'industrie chinoise. La Chine est-elle l'amie de la Russie? Si votre ami vous vend un gilet de sauvetage 5 fois plus cher que le prix du marché, alors oui, c'est votre ami. Pékin ne veut pas que la guerre en Ukraine se termine. Pourquoi le voudrait-il? Plus la guerre dure, plus la Russie s'affaiblit, plus elle devient dépendante de la Chine. Les drones, les radios, les gilets pare-balles, même les bottes des soldats russes viennent de Chine. Mais les entreprises chinoises les vendent à la Russie avec des marges de 300 à 400% sous prétexte de prime de risque. Pendant que la Russie saigne, les coffres chinois se remplissent. Ce n'est pas un partenariat stratégique, c'est du profit de guerre. Chaque soldat russe mort est une perfusion pour l'économie chinoise. Pékin veut maintenir la Russie suffisamment vivante pour respirer, mais trop blessée pour se relever, car il est plus facile de contrôler un ours blessé qu'un ours puissant. Et voici la forme la plus silencieuse, la plus biologique de l'invasion. La Russie a perdu des centaines de milliers de jeunes hommes dans la guerre. En Chine, l'héritage de la politique de l'enfant unique a laissé des millions d'hommes célibataires. La nature déteste le vide. En Sibérie et en Extrême-Orient, les mariages entre hommes chinois et femmes russes explosent. Est-ce une simple histoire d'amour? Peut-être. Mais elle a une conséquence géopolitique. La structure démographique de la région change. Les enfants qui naissent grandissent plus proches de la culture chinoise que de la culture russe. Les travailleurs chinois ne sont plus temporaires. Ils se marient, achètent des terres, s'installent et obtiennent des passeports russes. De l'autre côté de la frontière, il y a 1,4 milliard de personnes. De ce côté-ci, seulement 6 millions de Russes vieillissants et en déclin. C'est un barrage qui cède. Si un référendum avait lieu en Sibérie dans 50 ans, le résultat serait facile à prévoir. Pendant que Poutine cherche à gagner du territoire aujourd'hui, il perd la génétique de la Russie de demain.
Vladimir Poutine voulait entrer dans les livres d'histoire comme le dirigeant qui a agrandi le territoire russe, mais au rythme actuel, il sera retenu comme l'homme qui a transformé la Russie en colonie chinoise. Pour gagner 3 à 5 villages en Ukraine, il a sacrifié la Sibérie, son énergie, sa technologie et son honneur. En fuyant les sanctions occidentales, la Russie est entrée dans la cage de fer de l'Est. Ce n'est pas une alliance, c'est un vieil ours malade dévoré morceau par un dragon jeune et affamé. Les cartes ont changé. Les signatures ont été apposées, les ingénieurs sont partis. Pour la Russie, l'ère de la grande puissance est terminée, l'ère de la grande station-service a commencé. Qu'en pensez-vous? La Russie peut-elle se libérer de ce joug chinois? Ou l'avenir de la Sibérie parlera-t-il chinois plutôt que russe? Retrouvons-nous dans les commentaires.